Alors, chère Madame Walker, cette cérémonie un peu insolite est un événement marquant pour l'Institut national genevois, puisqu'elle consacre, comme tous les 3 ans, un ouvrage d'histoire de grande qualité. Alors aujourd'hui, nous aurions dû être nombreux. Au vu des circonstances actuelles, nous ne sommes que 3 dans la salle, mais sachez que le jury, nos membres, ainsi que notre public se joignent à moi pour vous féliciter. En tant que secrétaire général, j'ai le grand plaisir de vous remettre le diplôme du prix d'histoire 2020 et encore une fois, un grand bravo. Merci beaucoup. Merci en tout cas, je suis très touchée, merci beaucoup de l'Institut national genevois, aux membres du jury de m'avoir décerné ce prix qui compte beaucoup pour moi parce que je crois d'abord une reconnaissance de la recherche historique à Genève et vraiment ce prix d'histoire est précieux pour toute la communauté scientifique. Je suis très émue et très reconnaissante. J'aimerais remercier un mot mon éditrice Laurence Gudin qui m'a permis de publier un livre où l'iconographie tient une place importante. Et elle sait à quel point ce rapport image et histoire m'a toujours occupée dans mes recherches. Et si cela peut aider à ce que des recherches parfois un peu ardues puissent atteindre un plus large public, j'en suis très heureuse. Et merci à Jacques d'être ici aujourd'hui dans cette circonstance difficile. On va s'habituer peut-être, mais on pense à vous, vous êtes tous avec nous très au loin. Voilà. Chère Corinne, Corinne Walker, c'est un grand plaisir d'avoir cet honneur de participer à cette remise de prix d'histoire 2020 de l'Institut national genevois, qui vous est attribué, qui t'est attribué, si tu permets que je te tutoie. Tu es historienne, c'est un ouvrage de synthèse, c'est un ouvrage de maturité, c'est un ouvrage qui cumule un certain nombre de recherches que tu mènes depuis un quart de siècle et qui reprend dans une certaine mesure de nombreux travaux approfondis, divers, complémentaires que tu as menés et qui aboutissent à ce magnifique livre. Alors, avant de venir au vif du sujet, à la présentation du livre lui-même, juste rappeler que tu as inscrit une thèse sous la direction du professeur Bronislaw Bachko sur une histoire du luxe à Genève, que tu as déjà publié quelques ouvrages marquants. Je passe à côté des innombrables articles dont certains sont repris, adaptés et sont devenus des chapitres de ce beau livre dont nous parlons aujourd'hui. À côté de cela, on peut parler de cette grande synthèse remarquable, l'histoire de Genève en 3 volumes, publiée chez Alphil en 2015. Il y avait un volume sur les origines de Genève, un volume sur Genève moderne et contemporaine. Tu étais responsable du volume médian, Histoire de Genève, tome 2, de la cité de Calvin à la ville française, 1530-1830. Cette façon de maîtriser tout l'Ancien Régime, de prendre l'histoire de Genève à travers plusieurs siècles, caractérise à beaucoup d'égards tes recherches. Tu n'es pas hyper spécialisé dans quelques décennies. Tu comprends un ancien régime étudié sur un siècle de 2 ans. Bien sûr, tu connais également très bien le XVIe siècle. Ce qui est beaucoup plus caractéristique de ta démarche, c'est de nous faire connaître le XVIIe siècle. On dit souvent Genève, ville de Calvin ou Genève, ville de Rousseau.
On parle du siècle de Calvin et du siècle de Rousseau, et Dieu sait si les cercles d'études du XVIe siècle et du XVIIIe siècle sont nombreux et chevronnés à Genève. Tu as le mérite de nous faire connaître la vie culturelle du XVIIe aussi, et c'est une chose qui est remarquable dans le livre que nous célébrons aussi. Je mentionnerai encore le fait que tu es musicienne. Cela apparaît aussi dans le livre qui reçoit le prix aujourd'hui, en particulier dans sa dernière partie. Tu t'es beaucoup intéressé, nous le verrons, à tous les maîtres de musique que le patriciat genevois engageait dans toutes les bonnes familles. Mais musicienne toi-même, tu as publié en 2017, déjà chez le même éditeur La Baconnière, qui a maintenant publié l'histoire du luxe, musiciens et amateurs, les goûts et les pratiques de la musique à Genève au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, le jury a été particulièrement frappé par le caractère d'histoire globale du livre primé. La recherche iconographique, tu en as déjà parlé, et en remerciant ton éditrice qui est bien connue pour faire de merveilleux livres illustrés. Il n'empêche que, à côté de cette contribution très importante à l'histoire de l'art, à l'histoire des arts, tu t'intéresses précisément aux arts pluriels. Nous avons également une histoire sociale, une histoire en prise avec des documents d'archives. Tu as été voir des correspondances, tu as été voir des inventaires après décès, tu as été voir des archives conservées aux archives de Genève. Mais à côté de cela, tu connais très bien l'histoire des mœurs, l'histoire de la littérature, et tu as marqué un domaine auquel tu es étroitement attaché, l'histoire du goût et l'histoire de l'évolution du bon goût, oscillant entre modestie requise par certaines lois somptuaires dont on va parler, et d'autre part dépenses, richesses et expression d'un bien-être et d'un savoir-vivre à travers le mobilier, à travers la vaisselle, à travers le vêtement, à travers les coiffures. Nous avons vraiment une vision totale de la vie culturelle, très étroitement associée à son substrat économique. Alors nous allons maintenant parcourir ce livre qui se présente en 3 parties. Modérer les dépenses, à quoi, avant ton livre, on associait le plus souvent Genève, l'idée d'une austérité calvinienne. Deuxièmement, être riche à Genève au XVIIIe siècle. Troisièmement, un certain goût pour les arts. Alors, nous partons, tu l'as souhaité, de ces 2 tableaux. On voit tout de suite qu'il est compatible d'être un pasteur, le célèbre pasteur Ami Lulin, et d'être pasteur et de poser pour un tableau qui vous met en gloire, en quelque sorte, à la façon des nobles des autres cours d'Europe qui pratiquaient tous l'art du portrait de famille. Alors, c'est l'occasion de dire que cette famille Lulin, tu l'étudies sur 3 générations. Tu t'occupes de Jean-Antoine Lulin, très en détail, puis de son fils, Ami Lulin. Tu nous rappelles qu'il n'était pas sûr qu'il devienne pasteur. On était pasteur quand on était le cadet, le puîné. L'aîné était plutôt destiné à la magistrature. Eh bien, après la mort de son grand frère, le destin d'Ami Lulin n'était plus tout à fait décidé. Et puis, tu t'occupes de sa fille et de son gendre, Boissier, qui, de façon complètement contrastive, est un jouisseur, un joueur, et qui a mené une belle vie qui a malheureusement assez mal fini. Alors je te laisse peut-être nous parler de ce choix de cette première magnifique image.
Oui, cette image est partie, enfin, est toujours liée à l'histoire d'Amélie Lulin, qui est un personnage qui m'a intriguée. J'étais partie un peu d'une question peut-être naïve, mais de me dire comment est-ce que le détenteur d'une des plus grandes fortunes genevoises, qui puisait Pasteur, vivait avec cette richesse. Et c'est ce qu'il avait une sorte d'embarras de richesse, comme on pourrait le dire, pour rappeler un livre célèbre. Et au fond, je suis tombée sur plusieurs textes d'Amélie Lulin où il justifie au fond sa position sociale, tout en déplorant que le luxe et que la richesse se répandent dans la ville. Il y a une très belle phrase où il dit « Mais cependant, nous sommes de simples et de très petits particuliers. Cependant, on ne se refuse rien pour la table, les meubles, la vaisselle, la parure. On prend des airs de hauteur qui règnent ailleurs. Est-ce donc là cette métropole de la Réformation que l'Évangile et la simplicité des manières peuvent seuls soutenir ?» Et je crois que cette ambiguïté, et qu'en est-il de cette métropole, en effet, où c'est une image, est-ce que c'est pas un rêve, au fond, d'austérité et de simplicité, quand on arrive au XVIIIe siècle, où avec une société où les plus fortunés, les fortunes sont colossales, et où les biens de consommation, on dirait aujourd'hui, se multiplient. Est-ce qu'il y a une contradiction en cette morale et ces pratiques ? Eh bien, pour Amélie Lulin, il n'y en a pas, dans la mesure où jouir de la richesse n'est jamais mauvais, dans le sens où il faut en jouir d'une manière morale, avec simplicité et avoir un bon usage des biens. Alors évidemment, la notion même de simplicité, c'est comme celle de luxe, c'est quelque chose qui est totalement flou et impossible à définir. Mais en tout cas, je pense que cet admirable portrait, alors dans le portrait d'Amélie Lulin, on imagine ce tissu noir soyeux, et le noir est aussi une image de luxe et pas du tout une image d'austérité comme on a un peu tendance à l'imaginer. Et surtout ce magnifique tableau de Marie-Charlotte, peint en 1746, l'année même de son mariage avec Boissier, qui en effet, leur mariage va tristement finir puisqu'elle va mourir assez rapidement après avoir donné naissance à 3 petites filles, et Boissier va se suicider quelques années après. Mais en tout cas, là, c'est le moment du bonheur, et cet admirable portrait peint par Lyotard, c'est peut-être justement la plus belle image de ces certitudes, de cette tranquille assurance d'un luxe qui, dès lors qu'il est bien compris, ne craint pas de s'afficher. Alors, on va peut-être aborder la question de cette politique somptuaire à Genève, à quoi, par une sorte de cliché qui s'est imposé, on associe maintenant Genève. Tu montres toute une évolution. D'abord, tu tords le cou à une idée reçue, que c'est Calvin qui, de façon obstinée, aurait imposé à lui tout seul cette austérité à Genève, mais tu fais plus que ça, donc toujours sur une période de 3 siècles, tu nous montres l'évolution de ce rapport de Genève à ces lois somptuaires, à beaucoup d'égards, sous beaucoup d'aspects, mais en particulier, on voit un parcours long qui va d'un premier souci de sauvegarder la communauté chrétienne du péché de dépenses excessives jusqu'à une maîtrise beaucoup plus rationnelle de la richesse, soutenue par l'idée d'utilité publique. Alors, c'est jalonné ce parcours que tu fais par la parution d'un certain nombre d'ordonnances. Est-ce que tu peux nous caractériser ces documents qui, au fond, ont été des étapes performatives au niveau des signaux que recevait la population? Alors merci de souligner qu'en effet, là il faut vraiment le redire et redire. Les ordonnances somptuaires n'ont absolument rien à faire avec Calvin. On en trouve à Genève avant Calvin.
dans les statuts de Savoie déjà au XVe siècle. Et puis ici, c'est pour ça que j'ai montré une ordonnance française. Jusqu'en 1715, Louis XIV va publier des ordonnances somptuaires. Des ordonnances, on en trouve dans tous les pays d'Europe, dans toutes les villes européennes, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et même, je dirais qu'à Genève, on en publie plutôt moins que dans une ville comme Zurich. Mais bon, on en publie en tout cas de manière extrêmement régulière, ce qui est tout à fait intéressant. Ça montre que c'était un peu difficile à faire respecter. Tu as bien montré qu'il y a un glissement de la morale, d'ordonnance morale. Là, j'ai mis l'ordonnance de 1617, qui n'a pas encore le mot d'ordonnance somptuaire. Ce sont des ordonnances qui s'attachent plutôt à des ordonnances de police. Alors, bien sûr, on parle des vêtements et des repas, mais on parle aussi de la nécessité de dégager la neige en hiver ou d'envoyer les enfants au catéchisme. Enfin, une foule d'autres articles qui vont peu à peu disparaître pour donner justement les ordonnances somptuaires à partir du milieu du XVIIe siècle. En même temps que ce concept d'ordonnance somptuaire s'affirme, c'est toute l'idéologie d'Ancien Régime qui s'affirme, avec au centre cette nécessité absolue de hiérarchie sociale et de visibilité de la hiérarchie sociale. Alors ça, on peut le voir ici dans ce tableau bien connu, l'allégorie de la justice, mais quand on regarde en détail, on a des mises en scène de petits personnages, chacun emblématique de sa condition. Les bourgeois marchant sous le grenier à blé, le pasteur donnant l'aumône et le couple d'élégants qui traverse la rue et la servante, chacun avec son costume, on pourrait dire, enfin avec son vêtement qui permet une lisibilité absolue de son état. Et c'est ça la question des ordonnances somptuaires et qui va contribuer à beaucoup de flou dans la question parce qu'au fond, peu à peu, au XVIe siècle, il n'était pas tellement question de hiérarchie sociale, mais peu à peu, au fil du temps, et au XVIIe, la chose est entendue, il s'agit de définir la société genevoise en 3 qualités. Première, c'est les... Bon, d'ailleurs, personne, je disais les noms, même les contemporains n'étaient pas très clairs et n'ont jamais réussi à décrire, il n'y a pas d'article juridique pour décrire si vous êtes de première, deuxième ou troisième qualité, ce qui va rendre les choses un peu compliquées lorsqu'on va vous ennuyer parce que vous avez un vêtement de première qualité alors que la personne se considère comme de deuxième qualité. Mais il y a toute une rhétorique de l'exception qui se met en place au fil du temps. Et là, j'ai souligné un petit peu déjà, vous avez un peu la rhétorique de ces articles sur les dentelles. J'ai pris l'exemple des dentelles parce que ça me semble un des plus significatifs. Mais alors, donc, on interdit des choses, sauf ou bien à l'exception de. Donc, les choses sont assez compliquées. Même pour les juges qui devraient faire respecter ces ordonnances. En tout cas, ce rêve de hiérarchie est tout à fait typique d'une société d'Ancien Régime où c'est d'abord l'être qui doit compter et pas tellement l'avoir, comme dans une société de naissance de la consommation au XVIIIe siècle, ça sera de plus en plus. Alors, une autre idée à laquelle tu tords le cou un peu, c'est le préjugé selon quoi il n'y aurait pas d'art visuel à Genève. On sait les analogies qu'on a faites entre l'iconoclasme de Calvin et par opposition à la fascination pour les images de la religion catholique avec l'interdiction dans d'autres religions monothéistes de se représenter des figures du sacré. Alors, on a beaucoup dit, Genève n'honorait que la musique qui ne représente pas à strictement parler, et au fond, négligeait la peinture. Et tu nous montres un certain nombre de peintres qui vivaient très bien, qui avaient beaucoup de commandes,
Je crois que tu as préparé un cliché du peintre Gardel, mais tu nous parles également de Saint-Ours, tu nous parles de Lyotard, tu nous parles de Delarive. Il y avait visiblement, tout à l'heure on a vu Amis Lulin par le grand portraitiste Larguillère. C'est l'occasion de dire qu'il y avait un certain nombre de peintres importants à Genève, que toutes les grandes familles se faisaient tirer le portrait. Tu as dénombré combien dans ces familles il y avait de portraits d'enfants, donc on faisait portraiturer la progéniture, mais également le père de famille en majesté et l'épouse également. Donc il y a une tradition et tu montres que Genève n'était pas fermée sur elle-même, tu montres également l'ouverture et les contacts avec des peintres des nations voisines de Genève. Oui, tout à fait, ça c'est le troisième aspect du livre où j'ai voulu en effet m'intéresser à l'usage, à l'art de vivre. Au fond, ça apparaît aussi dans le titre du livre. C'est luxe et art de vivre. Et l'art de vivre va aussi avec le goût pour l'art, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Mais alors en effet, bon, ça c'est des sujets des ordonnances. Là, vous avez, voilà, je pense qu'il y a quelques portraits de famille qui sont particulièrement intéressants. Bon, ici, j'ai mis un détail, donc c'est la famille Pictet. On pourrait passer du temps à décrire, c'est la somptuosité des tissus, des vêtements et de la mise en scène de ces personnages. Mais ici, j'avais fait un petit zoom sur les dentelles du personnage masculin, qui sont d'ailleurs représentées de manière plus riche que celle de Madame. Et cette question des dentelles, les hommes et les femmes rivalisent de somptuosité dans les portraits. On reviendra après peut-être à l'art, mais ici la question c'est la richesse, comment elle s'investit, enfin comment elle se voit. Alors j'ai parlé des dentelles. Les dentelles, c'est peut-être la chose la plus je vais peut-être revenir sur les dentelles, tiens. J'ai pris ça comme un objet emblématique. On pourrait faire la même chose sur la réflexion sur les paniers, par exemple, liés aux robelins françaises, ou à différents éléments de la mode. On pourrait vraiment faire une histoire de la mode, simplement à travers les registres de la Chambre de la Réformation. Mais la dentelle est particulièrement intéressante parce qu'au début du XVIIe, c'est encore un objet de luxe vraiment important qui peut coûter aussi cher qu'un bijou. Et au fil du temps, les pratiques se diffusent et soit qu'on donne ces dentelles à ses domestiques, soit quand même on les réutilise sur les ameublements. En tout cas, la dentelle reste toujours très curieusement dans toutes les discussions sur le luxe. C'est vraiment l'objet emblématique. Et on va limite beaucoup plus parler des dentelles comme un objet de luxe que d'autres éléments comme les carrosses, par exemple, qu'on voit ici sur cette très belle, très beau gouache de... On pense que c'est peut-être Gessler, mais enfin que je connaissais absolument pas, qui était inconnu. La Porte-Neuve, là, avec ces deux carrosses, ces deux moyens vraiment qui sont des signes de luxe ostentatoires très clairement, puisque c'est vraiment, ça touche l'espace public. Et j'ai fait aussi un petit zoom sur le personnage féminin qui rappelle curieusement l'enseigne du Guercin de Watteau. C'est exactement cette mode des paniers qui s'impose dans les années 1730, exactement au même moment que Paris. Il faut dire que Genève est à la mode de Paris très rapidement, de Paris et de l'Europe, même de l'Italie, par cette élite cosmopolite. Toutes les grandes familles ont des affaires dans toutes les capitales européennes et sont en contact très étroit avec tout ce qui se fait de mieux dans les capitales européennes. Donc là, on arrive plutôt, en effet, dans les pratiques de la richesse. Ces pratiques de la richesse qui sont, au fond, même si ça obsède les juges de la Réformation, moins dans les dentelles que dans les objets. Et Voltaire l'avait bien dit. Voltaire, dans un texte en 1767, je crois, dit que le luxe à Genève égale, en tout cas celui de Lyon, autant dans les ameublements, dans les équipages et dans la vaisselle et dans l'art de vivre.
Et voilà, cette question des carrosses, une petite anecdote. Bon, on essaye toujours, enfin, il y a eu quelques tentatives de réglementer les carrosses, d'autant plus que c'est dangereux en ville, d'autant plus quand ils ont 2, 4, voire 6 chevaux, comme le carrosse de Monsieur Boissier, qui est l'équipage qui passe à toute vitesse devant la maison de ville avec 6 chevaux. On se demande même comment il est arrivé jusqu'en haut de ces rues étroites. Il faut aussi imaginer que cette ville est encore enserrée dans ses rues et dans ses murs et que la ville est petite. Oui. Alors tu montres un certain nombre de mesures qui, à nos yeux, sont devenues amusantes concernant les limitations de l'ostentation des richesses. Et tu parles, pour revenir sur l'histoire des paniers, à nos yeux, on va plutôt maintenant aujourd'hui mesurer les limites d'une mini-jupe qui est légitime encore de porter avant de passer dans une autre catégorie. Eh bien, pour les paniers et les robes à cerceau, tu as montré qu'il était légiféré sur les périmètres des robes des femmes. Tu montres également que selon les catégories, donc tu rappelles qu'il y a 3 catégories, le patriarcat, la classe moyenne et les gens de conditions basses. Tu montres que les ordonnances sont aussi différenciées. Donc, qui a le droit de porter un anneau à son doigt avant d'être officiellement fiancé ou avant d'être marié. Tu montres que pour des convives, selon la classe à laquelle on appartient, on aura droit à 30 convives à un mariage, ou 20 convives, ou 10 convives. Tout cela donnait lieu à des chiffrages qui sont l'expression de cette volonté de fixer des limites. Et ça, c'est un élément passionnant. Je pense que là, il y aurait tout un pan de recherche, vraiment dans un domaine anthropologique, de faire vraiment l'étude de ces fêtes, de ces moments importants où les gens se retrouvent, et les rituels, tous les rituels qui sont liés au baptême, par exemple, aux noces et au deuil. Alors là, je pense qu'il y a vraiment aussi une histoire à faire des signes autour de la mort, et tous ces moments forts des sociabilités qui sont essentiels et qui reste à faire. Enfin, il y a encore beaucoup de choses à faire dans le domaine de l'histoire culturelle, donc à cheval entre l'anthropologie et l'histoire. Alors, un domaine que tu abordes, et nous en voyons de merveilleux exemples, c'est celui des hôtels des familles. Très souvent, tu fais état que ces grandes familles avaient 2 demeures, une au centre-ville, une dans ce qu'on appellerait la ville haute, la vieille ville aujourd'hui, et puis une plutôt à la limite de la campagne. Et donc, tu t'es intéressé à la fois à l'époque où ces maisons sont construites, mais également ensuite aux interventions des différents membres descendants des familles pour rajouter une aile ou pour refaire la décoration. Tu t'intéresses aux meubles. Les meubles sont parfois commandés de fort loin, parfois c'est l'artisanat local. Tu t'intéresses à la vaisselle, la vaisselle à prendre au sens le plus noble de l'artisanat d'excellence, les faïences, etc. C'est vraiment une totalité qui rappelle qu'on est aussi au siècle des cabinets de curiosité où, au fond, les disciplines n'étaient pas séparées comme elles le sont aujourd'hui. On a rarement une bibliothèque qui n'a que des livres, on a une bibliothèque qui comprend également d'autres objets qui viennent compléter l'idée qu'on se faisait de la collection. Et tu t'es beaucoup intéressé à des collectionneurs. Oui, alors on revient à la question de l'art. Genève compte un certain nombre de collectionneurs importants.
Bon, ici, je voulais juste montrer à propos des intérieurs, je reviens après aux collectionneurs, à propos des intérieurs, cet hôtel de Solon, à propos des miroirs, les miroirs qui se diffusent beaucoup au XVIIIe siècle dans des proportions de plus en plus importantes. Les miroirs de cheminée qui font reflet et qui agrandissent la pièce et qui donnent plus de lumière lorsqu'ils sont en face d'un trumeau de glace. Ça, c'est la quête. Ça, c'est un thème qui est assez connu. C'est ce XVIIIe siècle qui aime la lumière, qui cherche la lumière, les couleurs vives et cette ouverture qu'on voit aussi dans la taille des fenêtres et qu'on peut étudier sur plusieurs plans. Qu'est-ce qui fait? Le miroir fait partie aussi de la mise en scène, là, le goût du spectacle, cette société du spectacle. Mais la mise en scène des familles est essentielle dans cette société d'affirmation de soi. Et là, je n'ai pas résisté à vous montrer cette galerie de portraits Tronchin qui viennent d'être vendus aux enchères et qui montrent, voilà, avec quel peu d'austérité et de simplicité les Genevois se faisaient portraiturer. Alors, au-delà des portraits eux-mêmes, ce qui est intéressant, c'est de voir les cadres dorés, la taille, la dimension et l'importance des cadres des tableaux qui sont d'ailleurs réglementés théoriquement dans les ordonnances somptuaires. Mais ici, c'est d'autant plus intéressant que ce sont les cadres d'origine qui sont présentés ici. Alors on en est à l'art, en effet, les grands artistes, enfin les grands collectionneurs, deux grands collectionneurs dont les noms sont restés, Jean-Jacques Burlamaqui, sur lequel que Daniel Buissens a mis en évidence dans sa magnifique thèse sur les beaux-arts à Genève, et François Tronchin, qui est bien connu pour avoir fait des collections très importantes. Ces collections et qu'il a vendues, d'ailleurs, sa première collection, il l'a vendue à Catherine II par l'entremise de Diderot, et il a refait une seconde collection après qui contenait des chefs-d'œuvre de la peinture. François Tronchin ici se présente comme vraiment l'honnête homme typique ici avec tous ces emblèmes. Bon, bien sûr, le tableau, c'est d'abord un collectionneur, donc il se met en scène devant son tableau, et derrière, on voit aussi un rideau qui laisse imaginer que, comme dans la peinture, il était l'usage, on en voit de nombreux exemples dans la peinture hollandaise, il était l'usage de protéger ces tableaux en tirant des petits rideaux dessus, devant. Donc là, on a un petit rideau derrière, ce qui sous-entend qu'il en a d'autres. Et puis, bien sûr, alors, tous les emblèmes de l'honnête homme, le livre, le compas du bâtisseur, du constructeur, de l'architecte, et la partition de musique qui est discrètement posée devant lui. Alors, avec Tronchin, on rencontre un autre aristocrate qui mêle la musique, l'art et la musique. C'est cet autoportrait de Jean Hubert, où Jean Hubert se met vraiment en scène comme l'emblème de la vie aristocratique. On remarquera qu'il nous regarde, il nous toise un peu de haut, avec son costume d'intérieur, mais il est en train de peindre un portrait de Voltaire qui est un peu en dessous de lui, comme s'il y avait il affirme comme ça un statut différent par rapport à son modèle. Il faut rappeler que Jean Hubert est le peintre de Voltaire par excellence et qu'on l'appelle même Hubert Voltaire. Il a laissé une quantité de silhouettes et de scènes de la vie quotidienne de Voltaire, et c'est vraiment un proche de Voltaire. Et surtout au premier plan, le faucon. Il avait une passion pour la chasse, donc plaisir aristocratique s'il en est, et le violon qui est posé aussi au premier plan. On sait que Jean Hubert était aussi violoniste. C'est un côté qu'on connaît pas trop, mais voilà, on le rencontre de temps en temps dans les correspondances, alors qu'il assiste à des concerts. Et j'ai retrouvé dernièrement qu'en effet, il a travaillé avec le grand compositeur et musicien le plus célèbre à Genève à cette époque-là, qui était Gaspard Fritz. C'est peut-être l'occasion de dire que tu as étudié tout spécialement le cas de Voltaire, qui s'est installé à la fois aux Délices
et puis ensuite à Ferney, tout près de Voltaire, mais tu as également des remarques sur la vie qu'il menait au château de Cirey, à Tournai. Il a habité le château de Prangin un petit moment, et nous avons vraiment là affaire à du luxe assumé, une joie de vivre et une façon de jouisseur totalement décomplexée, avec, dans la correspondance qu'il a avec son banquier à Genève, toutes les indications, toutes les informations sur les dépenses qu'il fait volontiers dans les différents créneaux de produits possibles pour avoir la meilleure vie possible et partager généreusement avec les autres qui sont les siens. Ce noctambule produisait volontiers des spectacles privés, recevait des hôtes à sa table pour des banquets. C'est quelque chose que tu as étudié de façon privilégiée, et c'est amusant de voir ce peintre Hubert se montrer en quelque sorte le peintre attitré de l'un des plus grands philosophes du XVIIIe siècle, mais qui était en même temps un jouisseur tout à fait libre. Il faut dire que Voltaire est quand même l'apologiste du luxe. Bon, ça, c'est une question que je n'ai pas tellement traitée, mais c'est cette question de la querelle du luxe qui est centrale au XVIIIe siècle. C'est vraiment la question de la grande discussion, aussi bien entre les économistes, les philosophes. Et là, c'est là, entre autres, que se sont clashés, on peut dire, Voltaire et Rousseau. C'était la grande question pour ou contre le luxe. Et Voltaire, clairement, a pris position pour le luxe, et c'est un chantre du luxe, dans le sens où, justement, ça donne du travail aux artisans, et c'est quelque chose d'essentiel. Alors, il a une prise de position philosophique, mais il le vit aussi clairement au quotidien. C'est quelqu'un qui aime la bonne chair, qui aime bien vivre, qui aime les gens. Je crois qu'il a une sociabilité qui est essentielle, mais qui est en contact. Alors, comme Voltaire, alors moi j'ai étudié Voltaire à Genève, donc à partir de 54, quand il arrive au Délices d'ailleurs, qu'il réussit à obtenir grâce au soutien de son banquier, enfin de la famille Tronchin, son banquier d'ailleurs qui était plutôt à Lyon et à Paris qu'à Genève. C'est le frère de François Tronchin qui gère en fait ses affaires de Voltaire. Et là, c'est peut-être pas un hasard si Voltaire fait toutes ses commandes à Lyon et à Paris, parce que c'est quand même là-bas qu'on trouve les choses les plus raffinées et les choses à la dernière mode. Alors j'ai dit que les Genevois étaient très branchés. Oui, ils sont très branchés, mais ils passent quand même par les grandes capitales. Et quand on veut commander du beau mobilier, c'est plutôt à Lyon qu'on commande que auprès des artisans locaux. Mais alors, puisqu'on parle des peintres, on peut revenir aux peintres locaux, on va dire. Donc ici, j'ai un portrait de Saint-Ours, portrait de Saint-Ours, portrait de Marc-Théodore Bourrit. Et j'ai mis cette image de sa vue du Mont Blanc, enfin vue du glacier des Bossons, parce que Marc-Théodore Bourrit est un personnage très intéressant et intrigant. Il est très connu pour être un peintre, il a fait graveur. Il a accompagné Horace Bénédict de Saussure dans ce voyage dans les Alpes, et c'est lui qui a fait toutes les gravures pour Horace Bénédict de Saussure. Il est un précurseur avec ses voyages dans les Alpes et ses peintures. C'est un précurseur de ce qu'on va appeler après l'école genevoise de peinture, parce que à la fin du XVIIIe siècle, il y a vraiment une école qui se dégage autour de Delarive, autour de plusieurs peintres importants, Calame après, mais enfin bon. Et ici, Bourrit est connu comme peintre. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est que c'était un grand musicien qui avait un talent de chant, et il a d'ailleurs été chantre de la cathédrale pendant de très longues années, avec un service très lourd. Il devait aller chanter tous les jours, et c'était vraiment quelque chose mais il le faisait avec
avec bonne volonté, on va dire, mais en s'absentant aussi assez souvent pour justement aller pratiquer ces courses à la montagne, comme on disait, courses de paysage. L'intérêt aussi de Bourrit, c'est qu'il avait un certain nombre d'élèves qu'il faisait jouer régulièrement, au moins 5 fois par année. Il organisait des concerts avec ses élèves dans une des salles de concert dont s'est dotée la République à partir de 1717. C'est un personnage très intéressant. Alors si on arrive à la musique... Alors on peut reprendre cette idée de Genève étroitement associée à la musique. On sait qu'avec la liquidation de la liturgie catholique, une des choses qui est devenue centrale dans le culte protestant, c'est de chanter des psaumes en commun. Quand les fidèles sont rassemblés, c'est autour des psaumes. Évidemment qu'on peut le concevoir dans toutes sortes de degrés d'austérité ou au contraire de sophistication. Dans quelle mesure des concerts raffinés seront-ils tolérés dans la prolongation de cette célébration de Dieu à travers le chant? Tu parlais de Voltaire comme l'exemple même d'être riche au XVIIIe siècle. Tu parlais de Rousseau qui est son antagoniste. Tu t'es intéressé notamment à un étonnant précurseur de Jean-Jacques Rousseau, et merci de nous le faire connaître, de Lachenat, qui voudrait, comme un prophète de l'Ancien Testament, qui jette des anathèmes aux Juifs qui se détournent de Jéhovah et qui adorent le veau d'or, eh bien, ce de Lachenat aimerait ramener les fidèles à l'essentiel, les valeurs fondamentales d'un christianisme de grande austérité. Et peut-être que ces psaumes de David que tu montres sont là également comme le point de croisement de différentes conceptions possibles de l'usage des arts, ici des arts musicaux. Oui, alors de Lachenat, il ne parle pas tellement de musique. De Lachenat, il a une grande obsession, ce sont les perruques. Il ne supporte pas ces hommes, et en particulier les pasteurs, qui portent perruques. Et bon, de Lachenat, il faut dire que c'est fin XVIIe siècle, tout début XVIIIe, puisqu'il a été très engagé dans l'affaire Facio, et qu'il va être banni de la ville à cette occasion parce qu'il avait pris parti clairement pour Pierre Facio, au nom de justement cette simplicité et de cet idéal de cette cité de Calvin, mais qui au fond s'éloigne, chaque année qui passe, on s'éloigne un peu de ce rêve. À la fin, on se demande si c'était pas un rêve. Mais et de Lachenat en veut énormément aux pasteurs, en effet, de devenir des pasteurs mondains. Alors, la question de la musique, faut bien dire que Calvin n'a rien contre la musique. Même pour lui, c'est un don de Dieu. Il est bien conscient que la musique est importante dans le culte. Il faut dire qu'il a passé quelque temps à Strasbourg, où la musique est très importante dans le culte protestant, et ça l'a profondément marqué. Et quand il revient à Genève, parce que au moment de la Réforme, dans la période la plus révolutionnaire, on va dire, les cultes étaient complètement silencieux. Et quand Calvin revient à Genève, au contraire, il va lutter et il va travailler à ce que la musique soit réintroduite dans les temples. Bien sûr, pas d'instruments, mais sous forme de chant à l'unisson, essentiellement pour des raisons de compréhension du texte plutôt que pour des raisons musicales, puisque à l'intérieur des familles et dans les lieux privés, il existe des psautiers à plusieurs voix, on pouvait tout à fait avoir des chants harmonisés sur plusieurs voix. Mais ce qui est étonnant, donc de Calvin, d'accord, et pas contre la musique, mais alors ce que j'ai trouvé plus étonnant, enfin peut-être que j'étais naïve, mais finalement c'est toujours bien de poser des questions naïves au départ d'une recherche, je pense. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est l'engagement des pasteurs pour la musique.
tout au long du XVIIe et à partir du début du XVIIIe siècle, les pasteurs vont vraiment clairement s'engager pour développer la musique. Alors bien sûr, pour les biens du culte, mais ça va beaucoup plus loin parce que c'est eux qui vont également largement soutenir et travailler à la réintroduction des orgues dans les temples. Et dès 1704, la Compagnie des pasteurs publie un mémoire pour développer la musique, qui est une véritable méthode de solfège. On dit qu'est-ce que les enfants doivent étudier. Et dans ce mémoire, il est fait mention, en tout cas, d'un orgue qui existe donc déjà en 1704 à l'auditoire, et mentionné qu'il serait bon que les particuliers se financent et aident à financer la réintroduction d'un orgue dans un temple de la ville. Bon, pour la réalité, il faudra attendre les années 66 pour voir le premier orgue rentrer dans la cathédrale Saint-Pierre, en l'occurrence le premier. Alors, à propos des maîtres de musique et des maîtres de danse, tu montres aussi très bien les tensions qu'il y a ou les différences qui se créent entre des institutions qui se créent, par exemple pour les bibliothèques, la bibliothèque ou des théâtres publics qui s'opposent à des théâtres privés. Donc il y a beaucoup, Voltaire n'est pas le seul à avoir un théâtre privé, et encore Madame de Staël en aura un près du Mollard. Eh bien, tu montres en même temps la création de grandes institutions comme le théâtre de la Place Neuve ou le théâtre aujourd'hui disparu du Mollard. Et là également, pour les concerts, il y a les artistes qu'on ramène dans la sphère privée tout en invitant évidemment un cercle qui ressortit à la même classe sociale que soi, ce qui s'oppose à l'instauration alors de concerts plus institutionnels qui deviendront peu à peu ce qu'on connaît encore des concerts ouverts au public. Alors tu as de nombreuses très belles pages sur ces mœurs qui consistaient pour une bonne famille à savoir engager un maître de danse, un maître à danser, un maître de musique, afin de donner une instruction de la plus haute qualité, évidemment avec des prérogatives assez bien fixées ici, séparant ce qui était plutôt réservé aux garçons et plutôt aux jeunes filles. C'est toute la question de la danse, de l'apprentissage de la danse, parce que c'est vrai que l'introduction de la musique, de l'organisation de la musique est largement née des maîtres de danse. Ces maîtres de danse qui sont clairement très vite tolérés en raison en particulier de la présence de nobles étrangers allemands, d'abord allemands au XVIIe siècle, allemands, puis anglais, 18e, et ces étudiants étrangers qui venaient parfaire leur éducation ou passer quelques mois à Genève à l'Académie de Calvin. En général, ce sont des nobles allemands. Oui, je dis allemands, mais pourquoi? Parce que c'est protestant. Donc on vient se former à l'Académie de Calvin avec toute sa suite de précepteurs, de gouvernants, etc., de gouverneurs. Et ces lieux sont évidemment, il faut pouvoir, la ville doit pouvoir, outre l'enseignement de la théologie qui est dispensé à l'Académie, comme ce sont des gentilshommes, il faut qu'ils puissent assurer leur bonne éducation, et la bonne éducation passe par l'étude de l'équitation, de la danse et de la musique. Ces trois éléments essentiels pour des jeunes garçons en formation. Donc très tôt, alors aux grandes dames des pasteurs qu'il a, alors autant ils sont tolérants pour le chant et pour la musique en général, mais alors là, la danse, on peut dire qu'il y a une levée de bouclier pour essayer de limiter ces installations de maîtres de danse. Et bon, il faut bien faire, il
ils vont bien devoir s'adapter et ces maîtres de danse deviennent de plus en plus nombreux au XVIIIe siècle et c'est là, dans ces milieux de maîtres de danse, en particulier, je trouvais un personnage assez étonnant, Jean Giraud, qui est connu parce que de nombreux voyageurs ont passé par son salon au Grand Mézel et ont eu l'occasion de participer à des parties de musique, comme on disait, des concerts, enfin c'est des parties de musique, avec le maître des lieux qui est violoniste et avec ses filles qui est chanteuse et claveciniste. Et c'est chez lui que se réunissent l'élite de la cité avec des nobles étrangers et qui vont assez vite former une société en 1717, ce qui est très tôt, une société qui va être à l'origine des concerts publics, public, non, on va vous dire un public limité, disons, mais qui va avoir sa salle, on va leur donner, donc c'est dire les relations qu'ils ont avec le conseil, on leur accorde une salle au 3e étage de l'hôtel de ville qu'on va transformer en salle de concert et qui va rester jusqu'à la restauration, une salle de concert. Donc des concerts publics très tôt, avec ce que ça sous-entend d'orchestre, parce que toutes les fêtes officielles donnent lieu à des bals et à des bals qui durent toute la nuit, et bien sûr avec des orchestres, enfin avec un orchestre qui assume tout ça. Alors, on a souligné les qualités pluridisciplinaires et interdisciplinaires de ton travail. Une discipline qu'on n'a pas encore évoquée, mais on est en plein dedans, c'est l'histoire de l'éducation. Et c'est assez amusant que dans Genève, où Rousseau a produit Émile, on ait cette culture, ces enfants qui doivent absolument se plier à l'apprentissage des arts. Je pense encore à la jeune Madame de Staël qui consacrera son premier livre à l'éloge de Jean-Jacques Rousseau. Eh bien, elle se rappelle qu'elle était une sorte de petit singe savant dans le salon de sa maman à Paris. Elle, la fille de Jacques Necker, elle devait réciter par cœur, apprendre par cœur, se produire, briller, et tout à coup, c'est une révélation. Elle lit l'Émile, cet enfant qui est invité à croître de façon optimale au contact de la nature seule, et elle se dit, nom d'une pipe, voilà l'éducation que j'aurais dû ou que j'aurais voulu avoir. Ici, on est évidemment à l'opposé avec ces très belles représentations. On retrouve Carmontel. Tu nous apprends que le jeune prodige, si quelqu'un était exhibé comme un singe savant, c'était bien Mozart. Eh bien, témoignage de l'ouverture de Genève à la scène culturelle internationale, tu nous rappelles que Mozart s'est produit ici à Genève et que d'autre part, tu viens de le rappeler, il était demandé à chaque enfant d'apprendre docilement à maîtriser ces arts difficiles, ce que Rousseau aurait dit en niant l'enfance en eux-mêmes et en singeant des arts qui défigurent les adultes, qui corrompent les adultes. Oui, bon, on ne va pas rentrer dans la discussion de la pédagogie musicale, dans quel sens c'est positif ou négatif, mais en effet, c'est le singe savant, comme tu peux dire, mais en même temps, c'est un immense génie. La présence de Mozart ici, à Genève elle était connue. Bernard Lescaz avait déjà écrit un article là-dessus. Il y a deux, trois éléments. Mais ce que j'ai trouvé amusant, moi, c'est que le père, donc c'est en 1766, donc je crois que l'année après cette représentation, ils sont de retour justement de cette tournée de singes savants à Paris, et sur le chemin du retour, on s'arrête à Genève, où on prévoit de rester 2-3 jours. Alors bon, pourquoi on prévoit de s'arrêter? C'est aussi pour faire jouer le petit et pour ramasser de l'argent, parce qu'on sait que Léopold Mozart était assez tourné là-dessus.
Et on prévoit de s'arrêter 3 jours à Genève, et en fait, ils vont rester 3 semaines à Genève, où ils ont trouvé très bon accueil dans les salons, où sans doute il a joué également dans la salle de concert. Pour la petite histoire, il habitait chez Jean Hubert, qu'on a vu tout à l'heure. Donc c'est tout ce monde. Et il y a une phrase magnifique de Léopold qui écrit à sa femme en lui disant qu'il avait trouvé ici un public d'amateurs, non seulement d'auditeurs, mais aussi de gens qui étaient capables de jouer avec eux et qu'il avait tout à fait intéressé, qui avait fait qu'ils avaient pu prolonger quelque peu leur séjour. Je vais peut-être te laisser défiler les dernières images qui sont toutes consacrées à la musique à Genève, de façon à nous laisser cette plage de 3 minutes conclusives où passera un extrait musical choisi par toi, mais tu as le loisir de commenter ces dernières images. Ben, ici, justement, l'importance, pourquoi les musiciens Genève peut être un paradis pour les musiciens, non seulement pour ce qu'ils trouvent à jouer, mais c'est aussi qu'ils peuvent enseigner. Et on a beaucoup de témoignages de musiciens qui étaient fort heureux à Genève. D'ailleurs, il y en a plusieurs qui se sont installés, ou séjournés ou installés, comme De Macchi, l'italien, et Nicolas Scherer, ça c'est aussi un musicien genevois qu'on a redécouvert récemment à l'occasion de la publication du livre sur la musique au XVIIIe siècle. Et en collaboration avec le conservatoire, on a publié aussi un disque. Ce qui m'intéresse dans ces 2 images, c'est qu'on remarque que c'est gravé chez Suzanne Scherer au Bourg-de-Four. Donc Genève avait une vie musicale importante, non seulement au niveau des concerts et de l'enseignement, mais également, il y a des luthiers aussi, bien sûr, pour entretenir tous ces instruments, mais il y a même une maison d'édition de musique, ce qui est assez remarquable et étonnant. Et c'est une femme qui le tient. Alors, en effet, comme tu as dit, on va finir par cette magnifique scène de concert, de moment musical, où, pour la petite histoire, sur la gauche, c'est le syndic Turrettini, qui joue avec 2 des plus célèbres musiciens de leur temps.
Merci et bravo Corinne Walker. Donc je le rappelle, nous célébrions une histoire du luxe à Genève, richesse et art de vivre au XVIIe et XVIIIe siècle, prix d'histoire de l'Institut national genevois 2020. On ne peut pas procéder ici tout de suite à une séance de dédicace. Ce livre peut être obtenu, il est magnifiquement illustré, il peut être obtenu auprès de vos libraires, mais également de l'éditeur La Baconnière, et nous espérons, en des jours débarrassés de pandémie, de refaire une célébration alors qui sera plus conviviale et mieux peuplée. Oui. Voilà, avec une salle pleine. Oui. Merci, bravo. Merci beaucoup, et bravo Jacques. à toi. Merci. Oui.